Laurent, bonjour, bienvenue. Ahmed Arikpa, bonjour, bonjour amis téléspectateurs. Belle chemise. Merci. L'actualité de ce matin porte évidemment à sa gueule nombre d'informations. On va démarrer par un tout premier quotidien, Matin Libre, qui parle de complications pour Diogbenou en rapport justement avec cette brouille entre l'UDBN et le BR. Oui, je crois que c'est Matin Libre fait bien de préciser que ça se complique pour Diogbenou. Parce que quand on regarde un peu la réalité des faits par rapport à l'UDBN et le Bloc républicain, comment est-ce que ça s'est passé, Ouais. et qu'aujourd'hui, Diogbenou soit en pleine négociation avec le Parti du Renouveau démocratique, et que l'UDBN en arrive à soulever un certain nombre de questions, un certain nombre d'inquiétudes, notamment par rapport à la collaboration avec le Parti Bloc républicain. Ça pourrait rendre méfiants les militants du PRD, bien évidemment. Ça pourrait ralentir, en tout cas, la prise de décision du côté du PRD, à moins que là-bas, les décisions soient allées très loin et que les conditions soient clairement définies déjà à la base. Parce que ce que soulève l'UDBN ici, selon les informations qu'on a reçues hier, c'est que les militants de l'UDBN ne seraient pas pris pour autant en considération sur le terrain. Et donc, du coup, ça les frustre. Et puis, ils ont remonté l'information vers celle qui est le leader qui était la présidente de l'UDBN. Okay. Et donc, qui finalement a fini par décider de ce qu'il faut suspendre la collaboration. Et donc, oui, aujourd'hui, Diogbenou doit pouvoir réfléchir et pour se dire, mais finalement, pas Diogbenou nécessairement, mais le PRD déjà serait en train de réfléchir pour dire quelles sont les conditions que nous pourrons poser pour ne pas subir ce que peut-être en griffe l'UDBN aurait subi du côté du Bloc républicain. Okay. Et à Diogbenou maintenant de commencer par peut-être miser fort, miser gros pour pouvoir avoir la collaboration du PRD, que cette collaboration puisse se concrétiser. Donc oui, aujourd'hui, ça se complique pour lui. S'il ne fait pas attention, ça risque de lui filer entre les doigts. C'est bon à savoir. En tout cas, donc, évidemment, les choses qui se compliquent pour Joseph Diogbenou. Évidemment, le mariage avec le PRD qui est annoncé pour les tout prochains jours, je pense le vendredi prochain. Oui, c'est pour le vendredi prochain, oui. L'officialisation. Oui, officialisation, on attend de voir ce que ça va donner. Mais toujours est-il qu'on sait que fondamentalement, dans la réalité des faits, oui, des conditions sont posées. On a vu quand l'UDBN allait vers le PRD, on nous a dit que oui, que c'est pour toujours et que c'est fini. Et que, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, les leaders de l'UDBN disaient que l'UDBN ne disparaît bien pas. Sûr, la précision avait été faite justement que l'UDBN conservait. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Je me pose la question de savoir, mais finalement, que faisons-nous de la réforme du système partisan? Parce que la réforme du système partisan interdit toute alliance et toute collaboration sans dissolution au préalable. Qui vous souviennent que tous ceux qui ont constitué le Bloc républicain ont dû dissoudre leur parti politique. Tous ceux qui ont constitué l'Union progressiste ont dû dissoudre leur parti politique. Alors si aujourd'hui on en arrive à accepter une collaboration entre l'UDBN et le Bloc républicain, et qui fait que aujourd'hui, l'autre parti peut se lever et peut dire je soupçonne la collaboration. Et d'ailleurs, même depuis quelques jours, dans la collaboration annoncée entre le PRD et l'Union progressiste, on dit que les partis garderaient leurs attributs. Justement. Et donc, finalement, que faisons-nous de la réforme du système partisan? Cette réforme qui a été adoptée par les mêmes députés, qui, ces leaders aujourd'hui, que font-ils réellement de ce qu'eux-mêmes ils ont prévu? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Évidemment, après, il faut aller voir si justement il n'y a pas des nuances prévues. Oui, justement, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est tellement que dans les procès verbaux de constitution de ces blocs, en fait, de ces regroupements, ils ont été clairs définis que, bon, quand la collaboration ne nous arrange pas, on pourrait partir. Voilà. Oui, et c'est bien normal si c'était défini dans les procès verbaux. Mais en réalité, si je fais un feedback vers la réforme du sympathisant, je me rends compte que les tests ne permettent pas ça. Alors, comment on arrive? Oui, justement, je faisais allusion à ces tests. Est-ce qu'il n'y a pas justement des subtilités dont il faut tenir compte,
qui sont, sont peut-être pas flagrantes, justement. C'est Non, normal, ce sont des subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment dire, ceux qui savent justement les utiliser, eh bien, les utilisent. Non, non, on ne dira pas que ceux qui savent les utilisent bien. C'est ceux qui ont proposé la loi, en tout cas ceux qui ont amené la loi, c'est les mêmes personnes qui font les regroupements et qui se dispersent chaque fois. Donc, ça ne devait pas surprendre et on ne devait même pas en faire une polémique. C'est-à-dire qu'on attend de voir jusqu'où ça va aboutir, tout ça. D'accord. Le Béninois libéré aborde aussi cette actualité. Évidemment, hein, tous les quotidiens pratiquement en parlent. C'est le fait du jour. D'ailleurs, on va en reparler d'une manière ou d'une autre tout à l'heure dans l'actu décalé. Mais avec donc cette citation donnant à savoir justement que eh bien, un comprimé des ferralgans tombé dans un puits disparaît et ne se revendique plus. Bruit donc artificiel entre le BR, artificiel déjà, entre le BR et quelques têtes de la défunte UDBN. Un parti fondu et absorbé n'existe plus selon Reine Dopounou. Un comprimé des ferralgans tombé dans un puits disparaît et ne se revendique plus. Je crois que Reine Dopounou est connue pour être très proche de la présidente de l'UDBN. Et si aujourd'hui elle en arrive à se prononcer de cette manière, je crois que ça veut dire que déjà au sein de l'UDBN, il y avait déjà des dissensions. Et donc si elle en arrive à prendre la parole comme ça, alors qu'en réalité au moment où le regroupement était fait, les déclarations faisaient telles que l'UDBN ne disparaissait pas et que l'UDBN a gardé ses attributs. C'est vrai que ça a fait polémique à l'époque. Et donc si elle en arrive à prendre la parole, à dire ça, je crois que au niveau de l'UDBN, certainement, il y a aussi des malcompréhensions en interne qu'il faut travailler à annihiler d'abord et puis maintenant. Mais je crois qu'aujourd'hui, le retrait de l'UDBN, je veux bien croire que le retrait de l'UDBN, c'est peut-être pour se préparer pour aller aux législatives. Parce que le problème, c'est que ne pas aller aux élections en 2023, ce serait la mort du parti. Parce que la loi est claire là-dessus. Quand vous ratez les élections, de toute façon, vous n'avez pas d'élus à l'Assemblée nationale de façon consécutive, en tout cas pour des élections consécutives. Dans ces conditions, c'est que votre parti n'existe plus. Donc, finalement, le retrait de l'UDBN aujourd'hui, sera-t-il profitable ou bénéfique pour les militants de l'UDBN ou en réalité, il fallait peut-être réfléchir et trouver d'autres collaborations. Est-ce que l'UDBN irait finalement avec le Moël Bénin pour renforcer le Moël Bénin? C'est un point d'interrogation. Est-ce que l'UDBN rejoindrait l'Union progressiste, sachant que là-bas, il y avait quelques soucis, notamment avec le patriarche Amoussou Bruno, il y avait quelques dissensions qui ont fait que les responsables de l'UDBN, à l'époque, n'avaient pas voulu aller de ce côté et sont allés du côté du bloc républicain. Est-ce que la situation du retrait de l'UDBN aujourd'hui va favoriser peut-être une certaine méfiance de l'UPRD pour maintenant, pour qu'on espère peut-être voir, puisque tout est possible en 2 jours, voir une collaboration entre l'UDBN et l'UPRD et l'UP? Non, pas évidemment. C'est-à-dire que tout peut être, les cartes peuvent être redistribuées, de sorte que... pour qu'on assiste finalement donc... qu'on assiste à un regroupement PRD-UDBN. Tout est possible. Pourquoi pas? Oui, Moël Bénin, pourquoi pas? Donc je crois que fondamentalement, c'est autant de questions. Et ce qu'on va souhaiter, c'est que les acteurs politiques, en tout cas, c'est eux qui font le jeu. Les populations sont là pour observer et pour trancher dans les unes en janvier 2023. Restons avec le BR, justement le bloc républicain, Laurent Roland Toninquès, pour parler d'une opportunité offerte aux détenteurs du BEPC, du CAP et du bac séance d'information et d'orientation sur les filières agricoles. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle parce que fondamentalement... Là, on s'éloigne un peu du champ politique, même si, évidemment, la politique reste au cœur de cette bonne œuvre. C'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut étudier pour aller travailler dans les bureaux, tout le monde veut avoir le master, le doctorat, et ce n'est pas une mauvaise chose, je ne suis pas contre. Mais au fond, il y a des chantiers sur lesquels on peut s'investir et commencer par gagner sa vie. Vous imaginez... l'agriculture aujourd'hui est porteuse d'espoir pour la jeunesse. Parce que fondamentalement, nous avons encore des bouches à nourrir au Bénin. On n'a pas encore l'autosuffisance alimentaire. Et on le chante depuis des années, qu'on a un grand marché à côté qui est le Nigeria, mais finalement, rien concrètement pour fournir des matières, en tout cas des produits vivriers à ce marché, selon la demande. Donc je crois que orienter une certaine catégorie de jeunes vers cette option, ce secteur, cette filière, c'est une bonne nouvelle et permettre à ce que des jeunes qui certainement n'ont peut-être pas les moyens d'aller faire de grandes études puissent rapidement
trouver leur porte de sortie. Affaire de 1500 parcelles volées. Si Fifondo parle, plusieurs autorités seront coincées. Il a été encore libéré hier et mis sous convocation. C'est à la une du Béninois libéré ce matin, cette information. Laurent Roland Tonenkes. Quand on parle de mafia foncière à Bomé-Calavi et Cotonou, je suis heureux de dire que beaucoup d'autorités administratives sont impliquées. Et ils le savent, je n'apprends rien à qui que ce soit. Vous savez, c'est des choses qui sont passées dans le temps. Et parfois, il y a de ces autorités qui veulent à tout prix vivre à Cotonou ou à Calavi ou à Bomé-Calavi. Et pour ça, ils sont capables, ils sont prêts à tout pour avoir une maison à Calavi ou à Cotonou. Les gens sont prêts à tout pour avoir une maison à Zogbo, à Cotonou, à Ménotin, alors qu'en réalité, ils pourraient s'acheter un lopin de terre vers Bomé-Calavi ou Glodibé. Donc, dans ces opérations, il y a toujours de la mafia à la limite. Donc, parfois, quand on dit qu'on en arrête des cerveaux et qu'après vous apprenez que ces cerveaux en réalité sont libérés, sachez que à tous les niveaux il y a des complicités et qu'il va falloir, la meilleure option parfois c'est de travailler à ce que ces cerveaux dont on parle, je ne cite pas de nom, mais ces cerveaux dont on parle soient libérés, parce que quand le cerveau se retrouve en prison de difficulté, est obligé de citer des noms, et en citant des noms, c'est que tout le monde peut se retrouver en difficulté. Donc ça ne surprend pas qu'on dise depuis quelques jours que certains cerveaux de certains dossiers à Bomé-Calavi à Cotonou soient libérés, sachant bien que, en tout cas sur le terrain, quand vous écoutez un certain nombre de personnes, il y a beaucoup de témoignages qui font que c'est des gens qui sont de moralité douteuse, qui sont impliqués dans des affaires foncières, des mafias foncières. Mais à ce rythme, finalement, c'est qu'on n'aura pas, on ne verra pas le bout du tunnel. Oui, mais écoutez, je ne vais pas peut-être oser aborder un certain point de la question. Je peux vous dire qu'on ne pourra jamais voir le bout du tunnel parce que les personnes les plus soupçonnées sont mêlées à ce dossier. Et donc, tout le monde, en tout cas, plusieurs corps de métier sont impliqués dans ces dossiers. Et malheureusement, il vaut mieux protéger ces personnes plutôt que de les incarcérer pour se voir en difficulté. Justice à double vitesse? Je ne dirais pas justice à double vitesse. Parce que s'il faut protéger d'aucuns au détriment d'autres, en définitive... Je n'oserais pas dire justice à double vitesse. D'accord. Je sais que ces personnes sont protégées par des élites et par certains acteurs clés qui pourraient travailler à les mettre en difficulté. Parce que ces acteurs clés et ces élites savent que s'ils doivent être mis en prison et s'ils sont en difficulté, ils sont obligés de dire la vérité et que tous peuvent se retrouver derrière les barreaux. Mais connaissant évidemment la rigueur imprimée par le régime de la rupture, pour ce qui est de la gestion de ce genre de dossier, il y a matière à espérer quand même que... Non, apparemment vous ne comprenez pas. Je ne vous comprends pas. Le gouvernement a beau travailler à imprimer une certaine rigueur. Mais quand des personnalités les plus soupçonnées se retrouvent dans des dossiers, ça n'aboutit pas. Vous nous apprenez quelque chose d'assez intéressant ce matin. En fait, le chef de l'État ne peut pas avoir toutes les... Donc il y en a qui... Le chef de l'État ne peut pas avoir toutes les informations. Je suis sûr qu'il y a des informations, s'il les avait réellement, ça n'allait pas être comme ça. Mais avant que l'information aille à son niveau, c'est qu'il faut que ça passe par certains acteurs d'abord. Et certaines élites. Et une fois que ces élites étouffent le dossier et vont dire au chef de l'État, ce n'est pas ça, c'est que le chef de l'État, leur faisant confiance, peut croire et leur faire confiance. Et puis, il faut peut-être travailler à nettoyer le système. Et c'est pour ça que les journaux, la preuve, vous avez vu, qu'ils vous souviennent que cette affaire de mafia foncière à Bomé, des autorités sont montées au créneau, on dit que jamais, que c'était faux, mais un journal a maintenu sa position. Et aujourd'hui, il se fait qu'on commence à voir clair dans ce dossier où des autorités sont inquiets parce qu'ils se disent, si ça aboutit, ils seront en difficulté. Donc je crois que la presse fera son travail jusqu'à ce qu'un jour, on connaisse la vérité. D'accord. Laurent Roland Tonenkes, on va finir par un effet d'actualité abordé par le quotidien Matin Libre ce matin. Cherté de la vie. La CSA Bénin annonce une conférence publique. La vie est toujours chère au Bénin? La vie est toujours chère. Toujours chère parce que les salaires n'ont pas été augmentés.
toujours cher parce que les travailleurs n'ont pas eu de meilleures conditions de travail. Donc, je crois que la vie est chère. D'ailleurs, je ne crois pas, c'est une réalité. C'est une réalité que vivent les Béninois. Et je sais que c'est une réalité que vous vivez aussi, Ahmed Arekpa. D'accord. Vous savez que vous vivez, en tout cas, de plein fouet, vous subissez de plein fouet les effets de la cherté de la vie. Et donc, oui, la CSA, quand la CSA se mobilise pour faire une conférence publique pour parler de la cherté de la vie, c'est une bonne initiative. On va encourager Anselme Amoussou et son équipe pour nous dire maintenant qu'est-ce qu'ils prennent, parce qu'après, une conférence publique, c'est pour donner des informations. Donner des informations, oui, certainement. Que compte-il faire? Oui, le gouvernement a promis, le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus, en nous rassurant que les salaires seront augmentés. On attend de voir si réellement les salaires seront augmentés. Oui, mais en attendant, il va falloir... Le porte-parole du gouvernement l'a encore précisé. Oui, il y a mais quelques vous jours. savez, on dit quand vous êtes sous un arbre et que vous ne prenez pas la parole, vous ne parlez pas, vous risquez de voir sur votre tête les fientes d'oiseaux. Et donc, par conséquent, il va falloir chaque fois revenir, rappeler au gouvernement que nous vivons la cherté de la vie, il faut faire quelque chose. Et je crois que c'est dans cette dynamique que se trouve la CSA Bénin. D'accord. Merci, Laurent. C'est moi.